Bonjour à toutes et à tous, bonjour Amandine. Bonjour Vincent. Et bienvenue donc dans l'émission Les Off du Hope Today. Donc vous le savez, c'est une émission entièrement consacrée au deuxième événement majeur du numérique en France. 7e édition, 3 jours de festival ici à Styréolux. Nous sommes en plein cœur du quartier de la création à Nantes. Il y a 180 speakers qui animent des conférences, des workshops, des showrooms. Il y a bien entendu des démonstrations d'objets connectés sous les nefs. C'est juste à côté du hall où nous nous trouvons et nous allons vous faire vivre avec Amandine les coulisses de ce festival numérique avec des duplex, des invités et bien entendu des surprises. On vous attend bien sûr pour réagir à l'événement et l'émission via le hashtag WebToday. Et aujourd'hui, Amandine, nous allons parler innovation. Oui, on parlera des bitcoins, ces capteurs invisibles qui sont en train de révolutionner le commerce. On parlera aussi des exosquelettes, ces carapaces robotisées qui transforment l'être humain en véritable super-héros. Des innovations qui se créent dans les laboratoires de recherche, bien sûr, mais aussi dans les Fab Labs. Vous verrez que ces ateliers de création sont désormais ouverts aux plus jeunes et que ça intéresse l'éducation nationale. Bienvenue sur les plateaux des Off du WebToday. Ils sont quasiment invisibles et vous épient en permanence. Ce sont les bitcoins. Ces capteurs invisibles vous géolocalisent quand vous faites votre shopping. Ils vous permettent de vous envoyer même des messages très précis à moins de 3 mètres. Bonjour Benjamin Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Builder, une start-up lyonnaise qui est spécialisée, même leader dans ce domaine des bitcoins. Les bitcoins, on en entend beaucoup parler aux États-Unis où c'est vraiment un secteur qui est en explosion. On estime que 50% des commerces auraient déjà testé les bitcoins. Alors en fait, ça sert à quoi ? Alors ça sert à quoi ? Ça sert à diffuser un message localisé à l'intérieur d'un espace physique. Donc par exemple, quand vous allez arriver dans un magasin, vous allez arriver dans un rayon précis du magasin, le rayon TV, le rayon électroménager, le rayon frais. Et là, vous allez recevoir un message contextualisé, donc un message en fonction de la localisation dans le magasin et de votre déplacement. Donc, voilà, on apporte de l'information client dans le magasin géolocalisé. Alors par exemple, pour vous donner une idée, dans le métro de Montréal, on l'utilise déjà pour envoyer des messages précis aux passagers pour les informer sur l'état du trafic. Et en France, où en est-on ? Est-ce que c'est déjà utilisé ? Je crois que les magasins Darty l'utilisent déjà, par exemple. Oui, effectivement, nous travaillons avec Darty sur des scénarios clients avec les beacons pour accueillir de manière personnalisée le client et personnaliser son expérience d'achat. Donc quand il va arriver dans un rayon du magasin, on va pouvoir lui proposer des informations produits ou des promotions qui correspondent vraiment à son historique d'achat et qui sont envoyées en fonction de sa localisation dans le magasin. Alors est-ce qu'il n'y a pas une peur, j'imagine, je me mets à la place des spectateurs qui se disent « Oulala, mais moi je vais être épié constamment ». Vraiment, on peut utiliser toutes les données, on peut tout savoir sur notre smartphone grâce à ça ? Alors non, on ne peut pas tout savoir sur votre smartphone et il y a plusieurs règles quand on met en place un dispositif beacon. La première, c'est qu'il faut avoir l'application du magasin. Donc par exemple avec Darty, si je n'ai pas l'application de Darty, je ne vais pas pouvoir interagir avec les beacons. La deuxième chose, c'est qu'on a des opt-in à la mise à jour de l'application, au téléchargement d'application, nous demandant l'autorisation de recevoir des messages géolocalisés. Donc on a vraiment en fait tout prévu pour que l'utilisateur puisse à tout moment arrêter ou pas l'expérience des beacons. Alors c'est une vraie révolution même dans le monde du tourisme. J'ai vu que même une station de ski vous a fait appel à vous. À quoi ça sert pour eux ? Alors le Grand Tourmalet, donc dans le pic du Midi, nous a fait confiance pour en fait créer un dispositif au sein de la ville. Donc via l'application de l'Office du tourisme, on va pouvoir recevoir des informations localisées dans la station, aussi avoir des informations des promotions auprès des commerces et avoir les bons plans de la station quand on arrive par exemple à l'Office du tourisme. Alors est-ce que là par exemple en ce moment il y a des bitcoins autour de nous parce qu'on ne le sait pas, c'est vraiment invisible, il y en a. Oui, on en a placé et justement au WebToday ce qu'on a fait c'est qu'on push au fait, on envoie le programme, donc les conférences en cours. On envoie donc un push toutes les 15 minutes avant la conférence. Vous recevez un push en fonction de votre localisation dans l'événement. Voilà, on voit que les applications sont immenses. Alors quand est-ce que ça va exploser en France, vraiment ce secteur, vous pensez, dans les années qui viennent ? Effectivement, nous on en est convaincus. On travaille dessus depuis maintenant 2 ans. On a un petit retard par rapport à la France au niveau des déploiements. Donc si on suit ce qui va se passer aux États-Unis, voilà, disons dans 1 an, 2 ans, on aura des déploiements beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Voilà, et donc les bitcoins, ce sont ces capteurs invisibles bitcoins. Vous ne le savez pas, mais ils sont en train d'envahir les commerces et quand vous faites votre shopping, ils sont là, ils savent précisément ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, Benjamin Durand.
Alors maintenant, Amandine, on parlera dans quelques minutes des exosquelettes qui viennent de faire leur entrée dans notre quotidien, une véritable révolution pour la médecine et toujours sur le thème de la technologie de pointe. On sait désormais comment fonctionne notre cerveau grâce au casque connecté. Regardez. Ceci n'est pas un casque audio classique, c'est un casque anti-stress inventé par la start-up parisienne My Brain Technology. Le Mélomine capte les ondes du cerveau. S'il sent que vous êtes trop stressé, il diffusera une musique adaptée. C'est très sérieux, le principe est basé sur des études neuroscientifiques. Le casque sera commercialisé d'ici la fin de l'année. Bientôt commercialisé aussi, le NeuroKiff inventé par des chercheurs nantais. Il mesure le plaisir que l'on a à manger. Il sait par exemple si vous détestez ce vin blanc ou adorez les fraises. Ce capteur d'émotion intéresse fortement les marques mais aussi le monde du cinéma et de la musique pour tester leurs produits. Tous ces casques sont basés sur le même principe. Ils enregistrent et analysent en temps réel l'électroencéphalogramme. Si votre cerveau émet un peu trop d'ondes bêta, c'est que vous êtes trop anxieux. Il diffusera alors des ultrasons et des ondes alpha connues pour être apaisantes. Ce type d'appareil n'est pas nouveau, mais il était destiné jusqu'ici aux médecins et aux hôpitaux. Désormais, il est accessible au grand public, comme le casque émotif qui lit dans notre esprit. Les applications sont infinies. Le casque pourrait notamment aider les personnes victimes d'un traumatisme crânien à récupérer certaines facultés mémorielles ou soulager certains états dépressifs. Si les casques peuvent contrôler nos pensées, ils peuvent aussi nous permettre d'agir par la pensée. C'est déjà possible avec le casque Mindset. C'est logiquement l'industrie du jeu vidéo qui semble pour l'instant être la plus intéressée. À terme, cette application est censée pouvoir permettre de déplacer des objets réels. Le casque est déjà en vente pour 200 $, mais uniquement aux États-Unis et au Japon. Si les casques connectés sont désormais une réalité, le corps humain est aussi de plus en plus connecté. On en parlera tout à l'heure de ces exosquelettes, ces carapaces robotisées qui transforment l'être humain en véritable super-héros. Décidément, tout ce qui est objet connecté, c'est une vraie tendance en ce moment. On parle par exemple dans les conférences de smart car, de voitures connectées. On parle aussi, sous les nefs où vous trouvez Vincent, de maisons connectées. Exactement, je suis avec Pierre-Hugues Chevalier, les secrétaires général de ERDF des Pays de la Loire. Et donc à ERDF, ils ont décidé de mettre le digital au service de la transition énergétique. Bonjour monsieur Chevalier, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne? Donc simplement, on a voulu présenter sur une maquette de Nantes Métropole la façon dont les réseaux électriques sont en train de connaître une vraie révolution. Donc le premier élément, c'est qu'ils accueillent désormais la production d'énergie renouvelable, l'éolien, le photovoltaïque. Ces énergies, elles arrivent sur le réseau de façon intermittente, quand il y a du soleil, quand il y a du vent. Et notre enjeu, c'est de les intégrer dans de bonnes conditions, de faire en sorte qu'on puisse équilibrer la consommation et cette production au bon moment en direct. Donc on a déjà mis de l'intelligence sur nos réseaux. Un premier niveau d'intelligence et l'idée c'est qu'un deuxième niveau d'intelligence va arriver avec le déploiement des compteurs communicants qui va permettre plus d'interaction entre les usagers et l'électricité. Alors justement, on va aller juste à côté parce que vous avez mis en place un salon connecté avec justement un compteur communicant que vous avez appelé Linky qui est juste ici, donc qui est connecté à une application que l'on peut voir. Alors vous venez juste à côté de moi, vous allez pouvoir nous expliquer justement à quoi sert ce compteur. Alors ce compteur communicant, il est destiné à renforcer les interactions entre les clients et les réseaux d'électricité. Il va permettre beaucoup de choses parce qu'il va permettre d'opérer un certain nombre d'interventions à distance. Aujourd'hui, votre mise en service, vous êtes obligé d'être présent une demi-journée à votre domicile pour que le technicien ERDF puisse faire cette mise en service. C'est un peu de la domotique. C'est pas exactement de la domotique. La partie domotique, elle viendra en complément. Donc il y a des offres qui arriveront par d'autres entreprises. Kivivo fait de la domotique, est présent sur le Web Today. Il y en a d'autres qui le feront également. Nous, on est plutôt là pour faciliter la vie du client, simplifier les interventions et aussi permettre la transmission de données en CPL sur le réseau électrique de façon à ce que tout le monde soit facturé au réel et non plus en estimation. Alors concrètement, ce sera commercialisé quand ? Alors les compteurs Linky sont déployés à partir du 1er décembre. L'opération va durer 5 ans. ERDF doit déployer les 35 millions de compteurs en France, ce qui fera qu'on aura un parc d'objets connectés qui sera un des plus importants. Donc c'est tout un futur qui s'ouvre devant nous avec la gestion des données associées. Et c'est vraiment la raison de notre présence aujourd'hui. On est à la fois au cœur de la transition énergétique et de la transition numérique. Donc on participe avec plaisir au Web Today. Eh bien, merci Pierre-Hugues Chevalier. On rappelle que le gain se fera forcément en fonction du mode de consommation de chacun. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir sous les nefs ici, donc sur le stand ERDF.
Merci Vincent, retour sur le plateau du Web Today. Si la maison est connectée, le corps humain est aussi de plus en plus connecté grâce aux exosquelettes. L'exosquelette, c'est une carapace robotisée qui transforme l'être humain en véritable super-héros. Plus sérieusement, c'est un domaine qui intéresse à la fois le domaine militaire, mais aussi médical et aussi les industriels. Bonjour Samuel Veyret. Bonjour. Vous travaillez sur les exosquelettes à l'Université de technologie de Compiègne, sur le projet Dream Master. Où on en est de cette innovation des exosquelettes ? Alors au tout début encore malheureusement en France, mais on voit effectivement qu'au niveau mondial on a beaucoup de projets, notamment aux États-Unis et au Japon, à la fois vous l'avez rappelé dans le domaine du militaire et du civil principalement. Le gros avantage des exosquelettes, c'est ce qu'ils permettent, par exemple dans les banques japonaises, on le voit, c'est pour porter des charges lourdes, on l'utilise pour porter les liasses de billets. Voilà, c'est intéressant à la fois pour, en fait ça permet à l'être humain de supporter de grosses charges, c'est surtout ça l'intérêt. D'être plus fort et d'être plus endurant. Effectivement, on l'utilise d'un point de vue dans le domaine du militaire, effectivement, pour pouvoir porter des charges lourdes sur de longues distances. Mais on va voir que dans les prochaines années, on verra de plus en plus d'exosquelettes sur les lignes de production, par exemple pour réduire tout ce qui est troubles musculo-squelettiques et donc ce qu'on appelle TMS, donc la fatigue qui est liée aux gestes répétitifs et aux pressions ou aux tensions qu'exercent les ouvriers dans le cadre de leurs travaux. Et dans le domaine médical aussi, hein, on peut utiliser des exosquelettes pour les paraplégiques. Alors absolument. On travaille, c'est tout ce qu'on appelle rééducation neurofonctionnelle. Donc par exemple, apprendre ou permettre à des handicapés de remarcher, permettre aux médecins effectivement de pouvoir monitorer les progrès lors de la rééducation suite à un accident quelconque. On va pouvoir effectivement se rééduquer chez soi à son rythme. Et on en voit justement des images d'une personne paralysée qui monte sur scène justement grâce aux exosquelettes. C'est vraiment impressionnant. Alors là, c'est juste une démonstration, mais quand est-ce que ce sera concret? Ça fait rêver, mais est-ce que vraiment ça va être concret un jour? Alors ça le sera. Il y a encore beaucoup de recherches pour arriver à des interfaces qui soient les plus transparentes possibles pour les êtres humains. On cherche effectivement à aller de plus en plus vers le vêtement. Pour l'instant, la majorité des interfaces exosquelettiques dans le monde pèsent 30, 40, 50 kg de métal, de moteurs, de câbles et de cartes électroniques. L'idée, c'est d'aller vers une miniaturisation pour atteindre le grand marché. Voilà, pour que ça soit de moins en moins visible. On imagine déjà des super soldats, c'est dans le domaine militaire qu'il y a le plus d'investissement là-dessus. On imagine des super soldats qui pourraient porter des charges immenses et se déplacer à toute vitesse. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Ouais. Le plus intéressant, pour moi en tout cas, c'est tout ce qui concerne l'immersion en réalité virtuelle. En fait, un exosquelette permet de conférer le sens du toucher. En fait, on peut soit amplifier un être humain, soit le bloquer. Et si je bloque les mouvements du bras, du corps, alors je crée une force de contact. Et on peut effectivement, en lien avec un environnement virtuel, avoir la sensation dans son corps, la sensation qu'on appelle kinesthésique, donc du retour haptique, du retour d'effort, et donc sentir des objets virtuels qui n'existent pas. C'est ce sur quoi vous travaillez à l'université. Absolument. Quand est-ce que vous pensez qu'on verra vraiment concrètement en France? C'est possible? Ça, il y a des entreprises qui s'y intéressent ou le gouvernement même? Oui, alors pour le moment, en France, on a l'aspect militaire avec une entreprise qui s'appelle RB3D, qui travaille avec le CEA, qui historiquement utilisait les exosquelettes pour la téléopération. C'est une des applications dont je n'ai pas parlé, mais le contrôle de robots à distance, c'est aussi possible grâce aux exosquelettes, à la fois pour le retour d'effort et à la fois pour le contrôle en position. Et pour ce qui concerne effectivement les applications les plus évidentes, en tout cas en France, je pense que ce sera le médical. Autrement dit, on verra les premiers exosquelettes dans des hôpitaux, à mon avis, très bientôt. C'est cher comme technologie? C'est cher, c'est très cher, c'est très très cher. On a effectivement des interfaces qui sont pour le moment entre 20 000 et 100 000 euros. Voilà, donc avant qu'on voit vraiment des personnes paraplégiques marcher sans qu'on se rende compte, il y a encore un peu de temps. On imagine 5-10 années peut-être? Oui, absolument. Ça dépend aussi des investissements publics. Merci beaucoup, Samuel Veyret. Merci à vous. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à coder et devenir un vrai maker. Alors comment apprendre dès le plus jeune âge? On va en parler dans un instant, juste après un récap de ce qui s'est passé hier sur cet événement sur le Web Today. Voici le Zap Today.
Ce festival, comme je le disais, il est vraiment de très grande qualité. Déjà, il y a beaucoup de monde. Je crois qu'aujourd'hui, on va atteindre 2500 personnes, ce que disait Adrien ce matin. Ça explose aujourd'hui. Je crois qu'on était pas loin des 4000 mentions sur Twitter avec le hashtag WebToday ce midi. Donc ça part très très bien. Le WebToday à Nantes, c'est créatif, innovant, au pluriel et au service de l'emploi. Bienvenue au WebToday. Le WebToday, c'est une initiative qui est assez majeure pour attirer des acteurs nationaux ou même internationaux. Well, it's been fun being on stage. I've just arrived. Moi, je suis arrivé ce matin et j'ai déjà fait 3 ou 4 belles rencontres avec des gens avec qui j'ai pu échanger. Extremely well organized. Most professional speaker treatment I've ever received. Voilà, vous le voyez sur le Web Today, énormément de conférences, d'ateliers, de workshops, ça va dans tous les sens. On parle par exemple de MOOC dans les entreprises, d'open innovation, des ateliers aussi très pratiques pour apprendre à coder très concrètement pour les start-upers, des conférences dont on retrouve l'essentiel sur les sites d'actualité spécialisés, mais aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, sur Facebook. Ça, c'est possible grâce à des community managers qui travaillent très dur juste derrière nous. Ça se passe dans la newsroom où vous vous trouvez, Vincent. Exactement, et oui, effectivement, c'est une équipe composée de 35 personnes. Et, chef d'orchestre, c'est Alexandre Launay, lui. C'est le responsable social media de cet événement sur les 3 jours. Bonjour Alexandre. Alors je disais 35 personnes, comment ça se passe pour l'instant ? Salut Vincent, ça se passe très très bien. Donc on a rempli le premier objectif d'hier, c'était de multiplier par 2 les stats. Par rapport à l'année dernière. Donc on a fait x2 le nombre de messages qui étaient envoyés sur les réseaux sociaux. Et à 99% depuis Twitter. Alors expliquez-nous comment vous fonctionnez concrètement dès le matin. Donc on est 35 personnes, tout le monde vient ici, il y a 6 photographes et le reste en community manager. Il y a un référent qui s'appelle Olivier Dassonville aussi qui m'aide beaucoup sur la partie organisation de l'équipe. On briefe tout le monde et puis après tout le monde se répartit selon un planning très précis dans les salles, donc en salle maxi, en salle micro pour des live tweets en anglais et en français. Salle Trampo, là aujourd'hui il y a pas mal de rush justement sur le Global Challenge à relayer en mentionnant bien les start-upers, voilà, en leur faisant aussi de la visibilité. Et puis après partout autour, donc sous les nefs, les partenaires, remercier les partenaires, voilà, etc. Il y a une ligne éditoriale qui est très précise. Alors combien de followers gagnés depuis hier ? Alors on est à plus 300. Et l'objectif ? L'objectif, il n'y en a pas forcément en nombre de followers, c'est surtout en nombre de tweets, oui. De visibilité. En nombre de tweets, l'idée c'est de dépasser les 13 000 tweets. Donc là aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à 8800 tweets envoyés, messages envoyés. Et voilà. Et l'idée par rapport à hier justement, c'est c'est de dépasser aussi les stats d'hier. Hier, on a quand même généré en fait un trafic de 460 000 tweets en fait visualisés sur la journée. Et on rappelle rapidement en quelques secondes les hashtags pour justement réagir sur l'événement du Web Today. Le hashtag principal, ne l'oubliez pas, c'est le hashtag Web Today. Après, il y a Maxi W2D pour la salle Maxi, toutes les conférences de la salle Maxi. Micro W2D pour la salle Micro. GC W2D pour le Global Challenge, donc le concours de start-up. Tech Today pour toutes les confs dédiées à la technique. Merci Alexandre. Donc maintenant vous savez, aucune excuse pour ne pas réagir sur les réseaux sociaux, vous savez comment faire. Merci Vincent, retour sur le plateau du Web Today où ça tweet dans tous les sens pour parler des dernières innovations, des innovations qui se créent dans les laboratoires de recherche spécialisés avec des scientifiques, mais aussi dans les Fab Labs, ces ateliers de création où l'on retrouve des gens qui viennent de tous les horizons. Ça peut être des étudiants, ça peut être des jeunes, ça peut être aussi des retraités passionnés. Et puis on se retrouve aussi de plus en plus d'enfants, vraiment des tout petits. Bonjour Ramzi Harbi. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'association En Piste, l'artiste. Vous venez de tenir une conférence sur ce thème de l'éducation aux makers, aux inventeurs dans les Fab Labs au plus jeune âge. On retrouve vraiment des tout petits maintenant dans les Fab Labs ? Nous, on a une association qu'on a créée en 2009 qui s'appelle En Piste l'artiste, où on propose aux enfants de venir découvrir toutes les nouveautés qui se passent en termes d'outils numériques et d'outils de programmation, etc. On peut trouver des enfants à partir de l'âge de 3 ans. Où on construit avec eux des interfaces toutes simples, où on peut aussi également les faire découvrir des nouveaux outils, lesquels ils peuvent s'approprier très très rapidement. On a une pédagogie du libre progrès, ça veut dire qu'un enfant de 3 ans peut se retrouver avec un enfant de 12 ans, où l'enfant de 3 ans aura des questions qui pourront déstabiliser son aîné. Et dans ce sens-là, je pense que c'est une autonomie co-constructive. L'avantage, c'est qu'à cet âge-là, ils sont curieux de tout, donc on peut essayer tout avec eux. Qu'est-ce que vous leur faites faire ? Jusqu'où on peut aller avec eux ?
On va dans des zones où seule la créativité peut les limiter. On ne sait pas où on va aller tous les jours. Les enfants sont force de proposition. Nous, on leur propose des outils. Ils prennent ces outils, ils les tordent, ils les maltraitent un petit peu. Et ensuite, ils créent leur propre projet. Et ça peut être la création d'une interface musicale, ça peut être la création d'une interface de jeu, ça peut être la création d'un spectacle de danse, la création d'un mapping sur une architecture. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ce qui touche au monde de la créativité. Alors, ces nouveaux ateliers finalement pédagogiques intéressent fortement l'éducation nationale. Quelle relation vous avez avec eux? Est-ce que vous pensez qu'un jour, dans les écoles, ça fera partie vraiment d'un programme à part? La relation qu'on a avec l'éducation nationale, elle est assez forte. On a l'agrément de l'éducation nationale et on est reconnu comme structure qui agit pour une éducation nouvelle. On est implanté dans pas mal d'écoles dans notre région en Champagne-Ardenne, mais on essaie de s'implanter sur un plan national et de changer les pratiques en termes de numérique à l'école. Est-ce que le numérique à l'école, c'est faire une dictée sur une tablette? Je pense que non. Nous, on essaye de changer les pratiques et de proposer des vraies stratégies d'apprentissage sur le numérique. Voilà, c'est là aussi que naissent les inventeurs de demain. On est dans un monde numérique, on ne peut plus l'ignorer. On va pas apprendre, les enfants ne vont pas dans leur coin apprendre sur Facebook ou sur les réseaux sociaux le numérique. Il faut qu'on leur apprenne aussi les règles, les codes pour qu'ils deviennent nos inventeurs plus tard. Exactement, là on est dans un monde qui évolue très très vite avec la révolution numérique où on devient très vite un simple consommateur. Ça veut dire qu'on a tellement d'opportunités, tellement d'options, qu'on a tellement de choses à consommer qu'on se retrouve en tant que consommateur et on n'est plus acteur. Et du coup, on essaye de sensibiliser les enfants à devenir acteurs, de prendre le numérique en main pour pouvoir justement créer et devenir des makers et de susciter la curiosité et parfois même des vocations. Il y a des nouveaux métiers qui se créent tous les jours. Pourquoi pas proposer aux enfants, au lieu de se focaliser sur des contenus, de se focaliser sur une manière d'apprendre et une manière de devenir futé. Merci beaucoup Ramzy Herbi. Donc c'est déjà une réalité en Champagne-Ardenne et peut-être un jour un programme officiel dans l'éducation nationale. À voir, ça prend du temps quand on veut réformer l'éducation nationale, mais ça arrivera un jour. Alors le Web Today, c'est aussi l'occasion de découvrir des pépites en matière de start-up, en matière d'idées. Ces jeunes entrepreneurs participent, que vous voyez là, au Global Challenge, le concours de start-up de l'événement. Le but étant de pitcher pendant 4 minutes en anglais. Là, ils vont relever un nouveau défi. Il va falloir pitcher 30 secondes face caméra. Honneur aux dames, forcément avec Natacha Robert. Placez-vous là, s'il vous plaît. Vous regardez la caméra, on va vous donner un décompte. C'est la fondatrice de WeCut. Bonne chance, 30 secondes. Top départ. Pour les amatrices de couture et les modélistes qui souhaitent que les patrons de couture deviennent simples et rapides, nous développons 2 produits. Un appareil électronique qui permet de projeter les patrons directement sur les tissus, donc plus besoin de les couper, plus besoin de les recopier, plus besoin de les reporter sur le tissu. Après un coup de crayon directement avec un cutter rotatif, il n'y a plus qu'à découper. Et nous faisons une plateforme aussi de partage et de protection. Ça veut dire quoi? Les modélistes peuvent vendre et les amatrices peuvent acheter les patrons. Donc nous révolutionnons la couture en numérisant l'usage tout simplement des patrons de couture. Merci. Il reste 3 secondes. 2. Voilà, c'est bien conclu, Natacha. Allez, on va continuer donc avec Vincent Alvaux qui va nous parler de BuzzyBee. Vincent, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc bonjour, moi je suis le fondateur de BuzzyBee.io. C'est une plateforme pour inventeurs, pour makers. On a parlé des makers justement. Donc notre objectif, nous, c'est que les makers viennent avec leurs prototypes et on les aide à aller jusqu'à un produit commercialisé et fini. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par l'innovation, n'hésitez pas à venir sur BuzzyBee.io pour découvrir et surtout pour participer aux inventions de demain. Voilà, merci beaucoup et à bientôt sur BuzzyBee.io. Il vous restait encore 3 secondes. C'est fini. En fait, vous avez bien préparé, hein. Félicitations parce qu'on vous avait dit 30 secondes, vous faites moins. Généralement, on fait plus, mais là, vous faites moins. Bravo. Allez, on va terminer donc avec un dernier start-upper. Attention, Jean-Baptiste Cogé, cofondateur de Birdly. Bonne chance, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Jean-Baptiste, cofondateur de Birdly. Birdly, c'est la première application de gestion des notes de frais qui a été conçue par et pour les employés, ceux qui au quotidien ont effectivement des dépenses professionnelles. Au-delà de la reconnaissance automatique des données sur les tickets, Birdly va plus loin en favorisant la contextualisation des données grâce à un lien avec le calendrier de l'utilisateur avant de lui délivrer un Excel de qualité. Donc voilà, ça fait 2 mois qu'on est sur les stores, donc n'hésitez pas à tester notre appli. Merci. Et il vous restait encore 5 secondes. Bravo. Bravo, félicitations. Félicitations, vous souhaitez bonne chance pour le Global Challenge.
Là, c'est aujourd'hui donc les poules, d'accord, et demain la grande finale. On espère vous voir bien sûr en finale. Grande finale ici même sur ce plateau, même heure, même endroit. Merci de nous avoir suivis. Demain, on parlera aussi sur le plateau stratégie de communication et puis comment gérer l'hypercroissance dans son entreprise et puis comment aussi apprendre à se déconnecter du net. C'est très important pour la santé. Bon, d'ici là, vous allez pouvoir continuer de vivre donc toutes les conférences et bien sûr l'événement ici grâce aux différents streams disponibles. Hein. Notez bien l'adresse webtoday.co/live et réagissez bien sûr sur l'événement et sur le Web Today avec le hashtag WebToday. On vous souhaite de passer une excellente journée. On vous souhaite de passer un excellent Web Today. Encore bonne chance demain pour le Global Challenge. Et puis on embrasse bien sûr toute l'équipe technique qui nous aide bien sûr à préparer cette émission. Samuel Houdin, notre rédacteur en chef. On vous embrasse et à demain. À demain. Ciao.